Merci, monsieur le maire. Oui, cette année encore, il me revient ce plaisir et cet honneur que de vous présenter quelles pourraient être les grandes orientations budgétaires de notre collectivité pour l'année 2025. Mais à cet égard, il faut bien dire que les années se suivent sans se ressembler. Parce qu'à l'heure de vous présenter ce DOB 2025, force est de constater que nous évoluons dans un contexte non seulement mondial mais surtout national de très grande incertitude. Le document qui vous a été présenté, qui a été joint à la convocation que vous avez reçue et qui servira de base à ma présentation, le rappelle dans sa première partie. Bien évidemment, le contexte géopolitique, y compris sur le continent européen, est très fortement dégradé. Cela a été vrai pour 2024, sans que les perspectives pour 2025 soient réellement réjouissantes. Et les perspectives de croissance qui découlent de ce contexte géopolitique sont également plutôt faibles. Pour notre pays, le chiffre de 1,2 ou 1,1% de croissance a été évoqué. Certains observateurs considèrent qu'il ne sera pas atteint. Et en tout état de cause, nous évoluons dans un contexte économique de grande incertitude. Mais là n'est pas la seule difficulté, puisque lorsque nous présentons le contexte mondial, européen, national, chaque année lors des orientations budgétaires, lors du débat d'orientation budgétaire, nous avons à minima la chance de connaître le cadre national d'un budget, d'un projet de loi de finances adopté par les assemblées et en vigueur ou sur le point d'entrer en vigueur au moment où nous présentons les orientations budgétaires. Or, vous le savez, cette année, tel n'est pas le cas. Si vous suivez l'actualité, et je sais que vous le faites, vous savez que cette semaine même, les discussions vont s'engager afin de faire émerger au niveau national un projet de loi de finances qui puisse être accepté, qui puisse être voté et qui puisse être porté par le gouvernement en place. Aujourd'hui, ce projet de loi de finances reste à écrire, et à l'heure où nous prenons ce soir la parole pour présenter ce DOB, eh bien, nous ne connaissons que deux choses, à savoir une première mouture d'un projet de loi de finances qui avait été en son temps présenté fin 2024, mais qui n'a pas, comme vous le savez, pu voir le jour, et le gouvernement est tombé depuis. Et nous ne connaissons que les orientations éventuelles de ce qui pourrait être une deuxième mouture de ce projet de loi de finances. Alors, un mot quand même du premier, parce qu'il donne une indication précieuse pour notre collectivité, et monsieur le maire, vous l'avez vous-même rappelé à plusieurs reprises, y compris dans la presse. Ce premier projet de loi de finances au niveau national prévoyait une cure d'austérité drastique concernant les collectivités territoriales. Puisque l'effort qui était alors demandé à l'échelon des collectivités territoriales, qui pourtant, si on fait des comparaisons entre les collectivités territoriales et l'État, est l'échelon qui est peut-être le plus vertueux, avec un vote de budget par définition à l'équilibre et déjà beaucoup d'efforts pour contenir ces charges, eh bien, à cet égard, donc, le projet de loi de finances aurait supposé, dans sa version première, un effort supérieur à 100 millions d'euros pour la collectivité de Tarbes, que nous avions peut-être même chiffré jusqu'à 150 millions d'euros. C'est dire donc l'ampleur de l'effort qui nous était demandé. À l'heure où nous parlons, il semblerait que si l'ampleur de l'effort à accomplir soit revue à la baisse, l'effort en tant que tel, ne nous y trompons pas, va demeurer. Et si les chiffres sont ceux qui ont été annoncés jusqu'à présent dans la presse, eh bien cet effort représenterait au moins la moitié du premier effort qui avait été demandé. C'est donc dire que l'on pourrait approcher de 100 millions d'euros d'efforts pour notre collectivité. Alors tout ceci, mis bout à bout, crée naturellement un contexte de pression sur notre budget, mais plus précisément sur la section de fonctionnement, qui est extrêmement forte. Parce qu'il y a des postes de dépenses qui sont nécessairement incompressibles, et nous allons les détailler dans la section de fonctionnement, et parce que, de l'autre côté, l'élasticité des recettes est loin d'être la même. Donc aujourd'hui, cette incertitude nationale et cette incertitude politique nous conduit à une extrême prudence et nous conduit à des prévisions marquées véritablement du souci d'une bonne gestion, en particulier sur la section de fonctionnement. Alors que l'État n'arrive pas à contrôler l'emballement de son déficit public, eh bien, l'obligation que nous avons de voter des budgets en strict équilibre, nous oblige pour notre part,
non seulement à de la prudence, mais peut-être à un excès de prudence au stade de ce débat d'orientation budgétaire, et je sais que vous le comprendrez. Comme nous le faisons habituellement, je présenterai, comme cela est fait chaque année, tout d'abord la section de fonctionnement, puis la section d'investissement. Au rang de la section de fonctionnement, nous envisagerons successivement les dépenses puis les recettes. Et il faut dire que le premier poste des recettes de fonctionnement, comme chaque année d'ailleurs, relève des recettes fiscales. Les orientations budgétaires que nous vous présentons ce soir tablent sur des recettes fiscales à minima égales à celles que nous avons pu obtenir en 2024. Pourquoi? Tout d'abord parce que il y aura une évolution naturelle concernant notamment le produit de la taxe foncière liée à l'évolution des bases fiscales. Cette évolution sera moindre que celle que nous avons connue il y a 2 ans et il y a 1 an, puisque vous le savez, cette évolution des bases fiscales, elle est liée à l'inflation. Et l'inflation connaît un ralentissement. Pour 2025, l'évolution des bases fiscales à laquelle nous pouvons nous attendre serait de l'ordre de 1,7%, ce qui conduira mécaniquement à une évolution du produit fiscal correspondant. Puisque nous parlons des bases fiscales, je rappelle également que est à prendre en compte dans ces bases fiscales le travail de la Commission communale des impôts directs, CCID pour les initiés, qui procède chaque année sous la supervision assez active des services des finances publiques à un toilettage de nos bases fiscales par une visite, y compris physique, de biens immobiliers, afin de savoir si les catégories sous lesquelles ils sont recensés et répertoriés correspondent à l'état actuel de ces biens. Il s'agit là de biens souvent anciens qui ont pu être rénovés, améliorés, et qui donc doivent conduire à une revalorisation des bases fiscales avant établissement du rôle de l'impôt. Et cette précision m'amène à remercier les membres de cette commission communale des impôts directs qui sont des citoyens tarbais, qui se portent volontaires pour ce travail qui, annuellement, permet à la collectivité de disposer de bases fiscales les plus précises possibles. Concernant naturellement les bases fiscales, j'ai dit l'essentiel. Sur ces bases, nous votons des taux de fiscalité, comme chaque année. Et cette année encore, il n'entre pas dans les intentions de cette majorité d'appliquer une augmentation des taux de fiscalité. Vous savez que depuis plusieurs exercices, il y a eu soit une stabilité des taux de fiscalité à 0%, soit, sur les 2 derniers exercices, une baisse des taux. C'est, sur la taxe foncière, le seul levier qui donne encore lieu à la fixation d'un taux par un vote du conseil municipal. Et sur 2025, nous ne souhaitons pas augmenter les taux d'imposition pratiqués par la ville de Tarbes. Le document que vous avez reçu détaille un peu plus les produits fiscaux selon les taxes concernées. Il vous propose également des éléments de comparaison avec des collectivités de la même strate de population. Et vous pourrez constater que le produit fiscal est tout à fait comparable à ce qu'il peut être par rapport à d'autres collectivités, même si le potentiel fiscal par habitant dans notre ville est plus faible que dans d'autres collectivités, mais c'est une donnée ancienne qui se confirmera sur 2025. Toujours au rang des recettes fiscales, il y aura le reversement de fiscalité avec l'attribution de compensation par la communauté d'agglomération, environ 9 millions d'euros. Et un mot également sur les droits de mutation. Les droits de mutation sont ceux perçus, vous le savez, à l'occasion des ventes immobilières. À cet égard, il y a une relative stabilité des transactions immobilières sur la ville de Tarbes. L'évolution des taux d'intérêt est fluctuante. Actuellement, on peut espérer plutôt une baisse. Sur 2024, le nombre de transactions sera tout à fait comparable aux transactions intervenues en 2023. Et les projections que nous vous proposons sur 2025 tiennent compte à cet égard d'une certaine stabilité également. Donc les recettes fiscales sont attendues au moins, disais-je, à un niveau égal, et si elles interviennent à un niveau supérieur, vous l'avez compris, ce ne sera pas lié à une augmentation des taux, ce ne sera pas lié
à une volonté de la municipalité d'aller prendre l'argent des Tarbais, nullement. Ce sera tout simplement bien l'évolution, d'une part, du nombre de foyers fiscaux, l'évolution des bases décidée à un autre niveau que le nôtre. Deuxième grande source de recettes de fonctionnement, les dotations. Les dotations notamment de l'État avec la dotation globale de fonctionnement, la DGF, qui est attendue à un niveau là aussi au moins égal à celui de 2024. Je rappelle à cet égard que le premier critère à prendre en considération pour connaître le montant de cette dotation globale de fonctionnement, c'est celui de l'évolution de la population. Et là aussi, vous avez récemment rappelé, Monsieur le maire, à l'occasion de diverses conférences de presse, l'évolution positive qu'a connue notre collectivité depuis plusieurs années maintenant, avec un gain d'un peu plus de 3000 habitants sur les 5 dernières années. Raison pour laquelle cette dotation globale de fonctionnement, selon nos projections, ne peut évoluer à la baisse pour 2025. Et le document que vous avez reçu rappelle, c'est déjà le cas depuis 3 ou 4 ans maintenant, que dans la subdivision de cette dotation de fonctionnement entre dotation forfaitaire et dotation de solidarité urbaine, les choses s'équilibrent et le montant de l'une représente tout ou prou le montant de l'autre. Je passe plus rapidement sur les produits des différents services, mais à l'arrivée, et c'est bien là l'essentiel, il faut voir que les recettes de fonctionnement sont attendues à un niveau au moins équivalent à celui de 2024. Et nous en avons bien besoin parce que, j'en arrive aux dépenses de fonctionnement, les postes de dépenses, je le disais, sont incompressibles et le premier d'entre eux et le plus important, la masse salariale, va connaître des évolutions obligatoires. Alors le document que vous avez reçu en détail quelques-unes, l'augmentation du point d'indice déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le relèvement du SMIC, l'augmentation également du taux de CNRACL, c'est le taux de cotisation retraite pour les agents de la ville, la régularisation du RIFSEP, ce fameux régime indemnitaire dont nous avons ici parlé si souvent et qui va trouver à s'appliquer sur une année pleine en 2025, puisque les dernières modifications que nous avions votées ne concernaient que le deuxième semestre 2024. Également la prise en charge par la collectivité, prise en charge obligatoire de la mutuelle complémentaire santé, d'une partie de la complémentaire santé. Donc ça, ce sont des évolutions législatives qui s'imposent aux collectivités et qui ont sans doute leur raison d'être, mais qui expliquent que ces dépenses relatives à la masse salariale ne puissent être, ne puissent évoluer qu'à la hausse, bien évidemment. J'attire votre attention sur un point qui est très important, c'est qu'une lecture trop rapide de nos projections pourrait laisser penser que l'évolution de la masse salariale entre 2024 et 2025 approcherait 7%, 6,6%. En réalité, il n'en est rien et ce chiffre est un peu trompeur parce qu'il faut tenir compte au sein de cette masse salariale du transfert du personnel de la petite enfance qui était précédemment logé aux CCAS sur le budget de la ville. Ce qui veut dire que ce surcoût qui viendra impacter la masse salariale de la ville sera compensé par une évolution à la baisse de la subvention que verse la ville au CCAS, et nous en dirons un mot tout à l'heure. Donc à périmètre constant, et avec toutes les évolutions législatives que je vous ai rappelées, l'évolution de la masse salariale d'une année sur l'autre devrait être contenue aux alentours de 1,2%. Objectivement, il est impossible de faire mieux. Il est impossible de faire mieux. Le document donc liste ensuite d'autres dépenses de subvention, toujours dans la section de fonctionnement. Je passe peut-être plus rapidement puisque nous examinerons tout à l'heure le versement des subventions 2025 dans le cadre d'une autre délibération, si ce n'est pour vous rappeler donc ce que je viens de dire à l'instant, à savoir que celle versée au CCAS évoluerait à la baisse pour tenir compte du transfert de la compétence petite enfance. Un mot enfin pour terminer sur cette section de fonctionnement concernant les dépenses courantes des services. Alors les dépenses courantes des services sont celles qui sont engagées au quotidien pour remplir les missions de service public par les agents au plus près de la population. Il faut réellement souligner, je crois, Monsieur le maire, l'effort déjà très prononcé, sous la houlette de la Direction générale des services, pour contenir au maximum ces dépenses à caractère général. Les chefs de service ont été sollicités,
ils ont fait des propositions qui ont été suivies, qui ont été mises en musique, qui ont été acceptées par les agents. Et là aussi, nous sommes sur un poste de dépense qui est difficile à contenir, mais où des efforts très importants ont été faits. Et les orientations qui sont proposées pour 2025 ne sont rien d'autre que la poursuite de cet effort déjà très largement engagé depuis au moins 2 ou 3 ans. C'est la raison pour laquelle nous pouvons espérer, à l'occasion de cet exercice budgétaire 2025, eh bien dégager à nouveau une épargne nette de gestion positive lorsque nous examinerons donc la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement, et une fois pris en compte le remboursement de nos emprunts. Voilà une section de fonctionnement sous tension qui évolue dans un contexte éminemment hostile, mais qui devrait nous permettre de dégager encore quelques marges de manœuvre sur 2025. Je termine, Monsieur le maire, par la section d'investissement. Vous verrez qu'il y a cette année encore une forte volonté de maintenir les investissements à un niveau élevé, avec des dépenses réelles d'investissement, c'est-à-dire les dépenses qui ne correspondent pas au remboursement de la dette, mais qui correspondent bien au financement de projets concrets, qui devraient dépasser les 18 millions d'euros. C'est en tout cas l'orientation que nous vous proposons. Ces investissements seront financés d'une part grâce aux réserves que nous aurons pu, nous l'espérons, dégager au niveau de la section de fonctionnement, et ces investissements seront également financés par le recours à l'emprunt. Je ne parle pas trop de l'endettement puisque nous en dirons un mot dans le rapport suivant sur l'évolution de l'endettement, mais en tout cas, lorsqu'on peut lire dans certains commentaires, sans doute bien intentionnés, que nous avons réendetté la ville et que la machine de l'endettement s'emballe, c'est une contre-vérité. Je ne vais pas dire, je ne vais pas utiliser notre vocabulaire pour ne vexer personne, mais c'est une contre-vérité flagrante. Vous aviez, Monsieur le maire, exposé il y a 3 ans maintenant les raisons qui, à l'époque, avaient conduit notre collectivité à se réendetter de façon provisoire, de façon transitoire, parce que les conditions d'accès au crédit étaient alors grandement facilitées, avec des taux d'une extrême faiblesse. Et vous avez rappelé à maintes reprises que ces emprunts faits à ce moment-là devaient l'être, et quelque part, heureusement, ils avaient été faits. Mais lorsque nous regarderons l'évolution globale de l'endettement, nous verrons que nous allons évoluer pour la 3e année consécutive vers un désendettement assez significatif de la collectivité. Autrement dit, nous avons tout simplement tenu compte des conditions qui sont proposées à la collectivité pour souscrire des emprunts. Et lorsqu'il a fallu réduire la voilure, nous l'avons fait. Et nous le ferons encore en 2025. Le document présente encore quelques opérations emblématiques. Parmi ces dépenses chiffrées autour de 18 millions d'euros en dépenses réelles d'investissement, je vous renvoie à la page 26 du document que vous avez reçu. Le Palais des Sports, 1 300 000 euros, nous en avons parlé à travers la présentation vidéo qui vous a été faite. La Villa des Arts à l'Ancien Carmel, la salle de sport annexe au Palais des Sports, nous l'avons également vu tout à l'heure, et puis des opérations plus classiques sur la voirie, l'éclairage, etc. Je rappelle que l'intégralité de ces dépenses d'investissement sont maintenant fléchées dans le cadre du dispositif dit des APCP, autorisation de programme crédit de paiement, ce qui nous permet, lorsque nous voterons le budget dans quelques semaines, de prévoir réellement les dépenses, de coller au plus près des dépenses réellement engagées année après année. Si vous me le permettez, Monsieur le maire, je serai beaucoup plus rapide sur les budgets annexes. J'en rappelle tout d'abord l'existence des 3 budgets annexes. Le premier, celui issu de la restauration collective, budget sur lequel nous attendons à une hausse difficilement compressible d'un certain nombre de dépenses, notamment concernant les charges de personnel avec la revalorisation du point d'indice, et la subvention que devra verser le budget principal à ce budget annexe ne pourra évoluer qu'à la hausse. Ceci est clairement acquis dès le départ. Sur le budget annexe du centre de santé Louis Larin, là, il y a un certain rythme de croisière qui a été trouvé, et avec un autofinancement des dépenses par les recettes correspondantes, et nous considérons que en 2025, il devrait en aller de même.
Concernant enfin le budget annexe des parcs de stationnement, quelques mots sur des dépenses d'investissement qui seront engagées sur ces parcs de stationnement en 2025. Sur le parking de la place de Verdun, des dépenses d'investissement liées au financement des couvertures des accès du parking. Et au parking Broban, cette fois-ci, des travaux qui devraient avoir lieu sur la toiture, mais financés en partie au moyen d'une indemnité perçue par la compagnie d'assurance d'une entreprise alors défaillante. Voilà, Monsieur le maire, les orientations budgétaires qui peuvent être débattues par notre conseil municipal. Je vous remercie. Merci, Monsieur Giral, pour cette présentation synthétique, certes, qui a présenté les aspects essentiels de ces orientations 2025 dans un contexte encore peuplé d'incertitudes qui nous amèneront vraisemblablement. Donc on connaîtra le décret de la France, paraît-il, vers fin février ou un peu plus tard, qui nous permettra, s'il le faut, de rajuster nos prévisions par des décisions modificatives. D'abord qu'on vote le budget on votera mi-mars. On verra d'ici là si on a les éléments. Qui souhaite intervenir? Madame Patrice. Monsieur le maire, merci, chers collègues. Nous faisons tous ici, je pense, le même constat alarmant de la pente mortifère empruntée de manière successive par nos gouvernants, qui nous mène aujourd'hui au pied du mur, au bord de la faillite étatique. Cet état de fait condamne pour l'année 2025 encore l'ensemble des collectivités locales à se voir ponctionner, d'après les derniers chiffres, de 2,2 milliards d'euros. Ce qui gèlera par conséquent bon nombre de projets territoriaux. Ça n'a pas été voté, madame. D'après les derniers chiffres. C'est la proposition du Sénat pour l'instant. Tout à fait. Ce qui gèlera donc par conséquent bon nombre de projets territoriaux, impactera directement des dizaines de milliers d'entreprises et donc l'économie de manière globale. Nous allons donc avoir la lourde tâche pour les années à venir et dès à présent de devoir résister à cette tempête annoncée, de protéger autant que possible les plus fragiles, de conserver malgré tout notre qualité de service public local et évidemment de répondre à l'enjeu économico-écologique. Le Tarbes de demain devra être à mon sens modelé par une grande ambition écologique, sociale et économique. Seuls les territoires qui auront anticipé ces besoins et enjeux tireront leur épingle. Alors sur ce rapport d'orientation budgétaire 2025, que peut-on en dire ce soir? Qu'il a été contraignant, laborieux de le préparer sans avoir une loi de finances budgétaire votée au préalable. Je peux tout à fait l'entendre et j'en conviens avec vous. Cependant, je regrette que certains projets ne soient pas réanalysés dans leur faisabilité, sinon suspendus pour cette année. À savoir, la Villa des Arts pour 2 millions d'euros et la rénovation de la fontaine des Quatre-Vallées pour 900 000 euros. À mon sens, faire appel à divers donateurs et mécènes importants ou suspendre carrément pour cette année cet engagement financier notable me semblerait plus raisonnable. En parallèle de ces projets, je note des efforts faits néanmoins en matière d'aménagement urbain, Ularé, Persigna, Saint-Exupéry, qui tiennent enfin compte des enjeux écologiques et de mobilité. En ce qui concerne les services municipaux, j'ai lu, et je cite, « Des réductions de dépenses ont été opérées essentiellement grâce à une optimisation du fonctionnement des services, en basculant vers une approche par objectif et par niveau de service attendu en fonction des missions et des priorités de la collectivité. » Tout ceci est très faux. Que sous-entendons-nous par optimisation du fonctionnement des services? Attention à ne pas vouloir demander de faire plus avec toujours moins. Il en va de la qualité du service public rendu, mais également de la qualité des conditions de travail de nos agents. J'en veux pour exemple notamment les aménagements précités, dont je viens de parler, et pour lesquels il faudra prévoir de l'entretien dans les prochaines années, plus ou moins important, bien entendu, au fil des ans, et donc des moyens techniques et humains supplémentaires
Sinon, à quoi bon avoir investi? Serons-nous en capacité d'assumer ces dépenses? Telle est la question. En conclusion de mon propos, je dirais que nous sommes en présence donc, comme vous en convenez je pense tous, d'une orientation budgétaire 2025 qui conservera effectivement un équilibre global des budgets d'investissement et de fonctionnement, et donc honnête et juste, sans pour autant remettre en question certains projets qui auraient pu être repensés, voire suspendus sur cet exercice à mon sens. Mais c'est notre choix. En effet, au vu des incertitudes nationales et des tumultes financiers potentiels que nous devrons affronter, il me semble crucial de toujours laisser une marge de manœuvre budgétaire à notre collectivité. J'attends donc la présentation détaillée du budget municipal 2025 pour mieux appréhender la pérennité ou non de cet équilibre budgétaire et de la capacité d'investissement de notre ville sous un angle pluriannuel. Merci madame. Monsieur Lagonel. Bien, pour commencer, je vais citer Michel Pellieu, président de notre conseil départemental. Michel Pellieu, à l'Assemblée générale des maires de l'année, il y a 2 mois de cela, disait « Les collectivités doivent s'adapter. Au département, nous avons fait des efforts de réduction de nos dépenses tout en augmentant l'investissement. C'est donc possible. » Voilà ce qu'affirmait Michel Pellieu, et je suis d'accord avec lui. Il faut bien gérer notre ville, et à travers l'investissement, bien souffler de l'optimisme, de la volonté, d'une vision positive de l'avenir. Ensuite, je souhaite remercier 2 personnes qui ne sont pas tarbaises et qui pourtant font beaucoup pour notre ville. Je crois aux vertus du sport pour dynamiser une ville et créer des émotions. Je remercie donc Lionel Terré, président du stade de rugby, et Jeannie Pointre, présidente du TGB. Il fédère des équipes dirigeantes et des dizaines de bénévoles. Ce ne serait pas usurpé qu'ils aient des équipements plus adaptés à la qualité de leur action et de leur implication. Dans 14 mois, il y aura un nouveau maire à Tarbes. Il y a fort à parier qu'il ne se sentira pas forcément lié par le cadre des orientations budgétaires évoquées lors de ce débat d'orientation que nous avons ce soir, voulant certainement donner, et c'est légitime, de nouvelles priorités à notre ville de Tarbes. Cet état de fait limite donc beaucoup l'intérêt du débat de ce soir. Un mot sur les éléments financiers présentés. C'est le débat pour 2025, c'est pas pour 2026. Hein. Oui, mais il s'appliquera, vous le savez bien, le budget ne sera voté qu'au mois de mars et on sait très bien après les calendriers de mise en œuvre. Donc un mot sur les éléments financiers présentés ce soir. L'endettement, parce que M. l'adjoint aux finances a souhaité en parler. Moi je vous invite tout simplement à regarder le tableau que vous publiez tous les ans, avec le niveau d'endettement depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc quand vous regardez le tableau des encours de dette depuis l'année 2000, vous constatez facilement que notre ville ne se désendette plus depuis 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans que l'encours de dette ne baisse pas. L'encours, vous pouvez tous le regarder, c'est facile. L'encours, il était de 62,4 millions d'euros au 1er janvier 2016. Il est de 63 millions d'euros à ce jour. Donc aujourd'hui, on a un encours de dette plus élevé qu'il y a 10 ans. Voilà. Donc cela relativise quand même beaucoup le discours qui est tenu. Vous pouvez les regarder depuis 2000. S'il vous plaît, monsieur Trémèche. Attendez, s'il vous plaît, monsieur Trémèche. J'ai écouté très attentivement monsieur Giral, très respectueusement. Je vais parler beaucoup moins longtemps que lui, je vous rassure. Donc s'il vous plaît, essayez de vous contenir pendant quelques minutes. Oui, c'est moi qui préside ici et j'interviens quand je veux, monsieur. Ah, vous pouvez continuer. Ne vous énervez pas pour eux. Donc cela relativise, je répète, le discours qui est tenu sur le désendettement continu de Tarbes, puisque ce n'est pas une réalité des chiffres et comptables. Au niveau des investissements, concernant les investissements, nous sommes nombreux
à penser ici, ne sont mentionnés qu'à titre purement indicatif pour afficher une ambition et surtout dans un but de communication. Et demain, dans la presse, il apparaissent des choses qui paraissent importantes. Le taux de réalisation qui figure dans le compte administratif suivant dévoile souvent un faible pourcentage de réalisation. Des projets mentionnés depuis des années ne voient jamais le jour. Nous resterons donc très circonspects sur les annonces et présentations faites ce soir. Au niveau des impôts locaux, le taux de taxe foncière, alors c'est peut-être une erreur de votre part, le taux de taxe foncière qui figure dans le tableau, page 13, il est de 54,26%. Donc si c'est bien le taux que vous voulez vous projeter d'appliquer, ça veut dire que le taux va augmenter à Tarbes par rapport au taux qui a été pratiqué l'an dernier. L'an dernier, le taux il était de 53,99. Là, vous indiquez un taux de 54,26. Ça voudrait donc dire que vous augmentez le taux de taxe foncière. Mais je vous ai prédit, c'est peut-être une erreur matérielle de votre part. Absolument. Donc c'est une erreur matérielle. Oui. D'accord. Le taux, il n'augmentera pas et peut-être qu'il continuera à diminuer d'ailleurs. Bon, très bien, très bien. Le rapport d'orientation budgétaire 2025 reconnaît, je l'écris en toutes lettres, reconnaît que les taux communaux de Tarbes sont supérieurs à ceux des communes de la même strate de population. La presse qui est présentée ce soir pourrait d'ailleurs préciser à ses lecteurs que si le taux de taxe foncière est de 53,99 à Tarbes, il est de 42% à Lourdes, qui est l'autre grande ville de la même d'agglomération que nous, et qu'il est, écoutez bien, de 40% à Pau, qui est la ville voisine de chez nous, la plus comparable en taille à Tarbes. Donc, je répète, 40% à Pau, 42% à Lourdes, 54% à Tarbes. Je pense que ces chiffres peuvent intéresser nos concitoyens. Ça serait bien que vous rappeliez les taux 1000. Merci. Si vous pouviez vous retenir Il faut être quelques honnête minutes. dans votre propos, mais ça vous ne savez pas. Mais oui, Vous ne savez pas. arrêtez avec Si ça. vous voulez Mais vous êtes le plus mal fondé à parler dites quels d'honnêteté. étaient les taux Avec en ça. 2000. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez Vous vous... n'êtes pas honnête, monsieur. Allez, c'est bon, c'est bon. On connaît. Alors, vous ne parlez plus dans les orientations budgétaires de la taxe sur les fichiers commerciales. Je n'ai pas vu un seul mot là-dessus. Cela veut peut-être signifier que vous avez entendu les préconisations de Tarbes pour tous et nous écoutons que vous avez supprimé cet impôt comme nous l'avons déjà demandé l'an dernier. Donc merci peut-être de préciser ça. C'est peut-être une erreur matérielle dans l'exposé. Oui. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une volonté? Ou est-ce que vous voulez ne plus en parler? Pour conclure, nous voulons être positifs, nous souhaitons être. Alors, nous sommes en janvier, il est encore temps de formuler des vœux. Donc, pour 2025, nous souhaitons que la CEMI réalise enfin un programme immobilier. On a perdu l'habitude depuis très longtemps. Pour 2025, nous souhaitons que le parc des expositions soit bénéficiaire. Pour 2025, nous souhaitons que les impôts n'augmentent pas, écoutez bien, et que les Tarbais le constatent vraiment sur leur avis d'imposition. Ceux qui habitent à Tarbes, c'est facilement vérifiable. Nous souhaitons pour 2025 que l'insécurité recule sous l'action conjointe de M. Gerbet, de M. Larivière et de la République. Nous souhaitons que la propreté progresse. Nous souhaitons que notre centre-ville soit attractif. Nous souhaitons que les équipements promis se réalisent. Voilà, tout un programme en fait. Je vous remercie de votre attention. Alors, je souhaite que pour 2025, il puisse y avoir des interlocuteurs sérieux, honnêtes, qui verront bien que nous dépensons tous, toutes les énergies possibles dans un contexte difficile.
pour tenir le cap que nous avons fixé avec l'IDE. Si vous voulez faire des comparaisons, regardez où nous en étions en 2001, soyez honnête, et où nous en sommes aujourd'hui, combien nous avons investi depuis 2001 dans cette vie, combien nous avons changé la vie. Nous n'entendons jamais le dire, nous entendons dire, le parc de la Providence, c'est vraiment bien. C'est moi finalement, je suis contre, mais je connais, c'est bien. Jamais. Ceci étant, etc. Vous parlez ça, nous en sommes là. Si vous avez dû suivre vos bons conseils et vos recommandations, jamais vous n'avez été élu, car pourquoi sur la taxation sur les pêches financières. Bon, bien sûr, ce n'est pas blanc, parce que l'impact, le rendement fiscal, est dérisoire. On vous a communiqué les chiffres puisque vous les aviez demandé. Mais, donc, ça n'a pas d'impact sur le budget. Cela dit, quand même, ce sont quelque chose de bien dérisoire. Vous voulez qu'on l'enlève, mais c'est une incitation à enlever les 60 commerces qui sont encore en vie pour essayer de renégocier le support. Il y a des problèmes, il y a des réticences, et donc voilà, il y a plus de Monsieur Chat. Merci, monsieur le maire. Avant de commencer, juste, je pense que M. Giral a fait une petite erreur au début, là, puisqu'il a parlé de 100 à 150 millions d'efforts demandés à la mairie. Je pense qu'il parlait de 1 à 1,5 million. J'espère qu'il s'est trompé, sinon, si c'est les efforts qu'on doit faire, ça va être compliqué de faire un peu. Bon, le document que vous avez présenté est très généraliste et nous entrerons sans doute plus dans les détails lors de l'examen du budget au mois de mars. Nous comprenons que les incertitudes nationales ne permettent pas une précision fine dans l'approche budgétaire. Nous avons bien noté d'ailleurs que les services font preuve de prudence dans les prévisions et c'est plutôt une bonne chose. Nous ne sommes pas à l'abri de bonnes surprises dans le courant de l'année qui permettraient un peu de respiration budgétaire. Le vote du budget a été reporté, mais nous ne sommes pas plus avancés par rapport à ces incertitudes nationales, si ce n'est que la ponction sur les collectivités territoriales, vous l'avez évoqué, initialement prévue dans le budget du gouvernement Barnier, qui était autour de 5 milliards d'euros, devrait être moindre. Nous avons entendu parler de la moitié de cette somme. Le document présenté permet toutefois de voir les grandes orientations et donc les choix politiques sous-jacents qui serviront à bâtir le budget. Nous nous opposons sur ces choix et nous allons expliquer pourquoi. Pour notre groupe, à l'heure actuelle, le budget d'une collectivité devrait répondre à l'urgence sociale, l'urgence démocratique et l'urgence écologique imposées par le moment politique et la situation actuelle. Les orientations proposées, comme les budgets précédents, ne permettront pas de répondre à ces objectifs. Au niveau national, ce sont 5 millions de personnes qui sont en situation de grande pauvreté et l'État ignore sciemment sa mission sociale dans le PLF 2025. Il s'agit donc pour les villes, quelle que soit l'étiquette politique d'ailleurs, devraient à leur échelle à rétablir de l'égalité et de la justice. Pour nous, cela peut se faire sous deux fois. Renforcer les missions publiques, qui sont les premières pourvoyeuses de redistribution sociale, et prendre des mesures de soutien au pouvoir d'achat. Vous ne faites ni l'un ni l'autre. Vous réduisez la voilure sur les agents municipaux, nous en reparlerons plus loin, et vous reconduisez les budgets sociaux, ce qui, dans le contexte général de pression sur les ménages, conduit à appauvrir les pardaises et les pardais des travailleurs. Dans notre ville, les chiffres de la pauvreté chez les jeunes, par exemple, explosent. Il suffit de voir la permanence hebdomadaire du sport populaire sur les sites universitaires. Les restos du cœur n'ont jamais discipliné autant de records. Le taux de pauvreté atteint autour de 25-26% à terre. Nous savons que vous contestez ce chiffre et nous n'allons pas relancer ce soir le débat là-dessus. Malgré tout, nous souhaitons apporter au débat deux autres faits incontestables pour illustrer notre propos. Selon le plan local de l'habitat qui a été présenté lors du dernier conseil communautaire, 80% de la population de l'agglomération de PLP est éligible à un logement social. Autre fait, que vous l'avez rappelé, la DSU, qui est calculée sur le potentiel fiscal de la commune, devient année après année presque aussi importante que la DSU. Nous disions tout à l'heure qu'il fallait que ce budget montre un renforcement des missions publiques. Depuis le début de notre mandat, nous défendons les services publics, et avant tout celui de la mairie. On en reparlera avec l'évocation du rapport social numérique. En termes de services publics, le bilan de la municipalité n'est pas bon.
2 bureaux de poste ont fermé, le Carré et Marcadieu, 5 écoles ont fermé, pas seulement après diffusion. L'hôpital de Tarbes fermera bientôt ses portes. Et maintenant, nous entendons parler du commissariat pour quitter notre territoire. Nous ne pouvons pas imaginer à l'avenir la ville préfecture de notre département, celle qui a le plus d'habitants et le plus d'activités dépourvues de ses services publics essentiels. La hausse de la population ces dernières années est en totale contradiction avec la baisse des services publics proposés et la municipalité doit se battre fortement pour maintenir et développer nos services publics sur notre territoire. Au niveau de la mairie, nous constatons une baisse inquiétante des effectifs. 790 agents permanents au 31 décembre 2023 selon le rapport social contre 836 au 31 décembre 2022. La précarité reste relativement importante et près de 82% de nos agents sont en catégorie C. On fait donc baisser les effectifs, 79 départs sur 33 arrivées, toujours selon le rapport social. On fait mieux que le président Sarkozy qui préconisait de nous remplacer comme si c'était et le service rendu à la population s'en trouve obligatoirement dégradé. Depuis le début de notre mandat, nous avons rencontré de nombreux agents municipaux. Leur situation est inquiétante. Nous voyons bien que nous avons des difficultés à recruter, à faire venir de nouveaux talents ou à les garder. Comment pourrait-il en être autrement, puisque la réforme des 1600 secteurs et les salaires qui restent désespérément bas puisqu'ils n'augmentent pas au rythme de l'inflation n'ont rien fait pour l'attractivité de la fonction publique territoriale. Tout cela entraîne en plus des difficultés grandissantes à trouver du sens par rapport à la mission des services publics à rendre à la population. Il ne faudrait pas que les agents municipaux servent de variable d'ajustement pour équilibrer le budget. C'est le sentiment qu'on peut avoir en regardant les orientations budgétaires. La hausse de la masse salariale reste très contenue, seulement plus 1,2%, si on a les agences CCAS passées sur le budget principal. La hausse du point d'indice ou du SMIC est donc amortie par une baisse de personnel. Ce n'est absolument pas notre conception de politique publique. Il faudrait que la municipalité s'occupe de faire baisser drastiquement la précarité dans notre collectivité, notamment pour nous dire, et que nous rompions avec le dogme de non-remplacement des départs en retraite. Nous notons de nouveau l'importance du budget investissement. 18,5 millions annoncés et à peu près 300 millions d'euros investis sur les 20 dernières années. Ces investissements sont importants pour notre commune. Nous pourrions discuter de la répartition de ces derniers. Nous pouvons avoir le sentiment que jusqu'à présent, on a surtout rénové le centre-ville, la ville, pour attirer de la population et augmenter le nombre d'habitants. On aurait sans doute pu consacrer une partie de ces investissements à d'autres choses. Par exemple, en luttant contre les effets du changement climatique, où la ville a un rôle crucial à jouer, notamment dans la végétalisation accrue de nos espaces publics. À propos de la question des mobilités, mais aussi au niveau de la rénovation thermique de nos bâtiments publics qui en ont bien besoin. La pose des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics, partout où c'est possible, permettrait un retour sur investissement rapide. Cela permettrait aussi de faire baisser les factures énergétiques et de dégager de l'autofinancement que l'on pourrait utilement flécher vers le soutien des travaux, plutôt que de l'investir toujours vers les travaux. Vous contractez de nouveaux emprunts à hauteur de 6 millions d'euros. Nous n'avons pas de problème avec le fait d'emprunter, surtout à faible taux et à taux fixe. D'autant plus que la gestion de la dette semble maîtrisée si on compare à des villes de la même strate. Nous nous posons la question du moment de contracter ces prêts. Ils sont contractés sur des taux qui vont vraisemblablement baisser dans quelques mois. Pourquoi ne pas attendre une situation plus favorable et d'ici là décider de renégocier de manière à rééchelonner le remboursement des intérêts, de manière à se donner un peu d'oxygène pour les collectivités municipales. Nous pensons aussi qu'il faut faire du logement une grande cause municipale. Nous ne comprenons toujours pas que la ville compte des milliers de logements vacants, dont certains municipaux ou au sein de la CENI, et que des tardés soient toujours mal logés ou sans logement. Nous avons déjà évoqué dans ce conseil municipal plusieurs propositions comme le permis de louer, l'expérimentation en toit d'abord. L'objectif de notre municipalité à moyen terme devrait être de ne plus avoir aucun mal logé à Tarbes. Et cela pourrait se faire aussi en direction des agents municipaux qui ont parfois du mal à se loger dans notre ville. Une autre proposition devrait être étudiée. La baisse du taux de livret A annoncé, qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les épargnants, permet de dégager des marges de manœuvre chez les bailleurs sociaux. La ville de Tarbes pourrait peser, que ce soit à la CENI ou au sein du CA ou du conseil d'administration de l'OPH, afin que cette augmentation de moyens soit partiellement fléchée vers des réductions de loyers pour les locataires, afin de soulager leur pouvoir d'achat, tout en maintenant la dynamique de rénovation de l'entretien de logement. Nous resterons vigilants lors de l'examen budgétaire à proprement parler sur l'évolution du budget du CCAS. Notre groupe estime qu'il faut en augmenter les moyens.
d'une part pour une réelle gouvernance, avec la mise à jour nécessaire de l'analyse des besoins sociaux, la dernière datant de mai 2019, mais aussi pour faire face à la demande croissante d'aide financière facultative attribuée par le CCAS, qui sont majoritairement des aides pour le SMIC et le paiement des loyers, encore. S'adresser aux plus démunis de nos concitoyens permet, par l'ouverture de nouveaux droits, de s'adresser à toute la population, en mettant en place par exemple des plans de gratuité, un sport en commun, le premier mètre cube d'eau, on vous a parlé à l'agglomération, mais aussi à travers une école réellement gratuite, de fourniture scolaire et l'accès à la culture, notamment l'accès au spectacle, devrait faire partie de ces plans de gratuité à l'avenir. Nous terminerons notre intervention par le palais des sports, comme dit ce que nous avons eu de présentation. Nous ne contestons nullement la nécessité de sa rénovation, et par ricochet, la construction d'une salle annexe pour durer les travaux. Par contre, nous ne comprenons toujours pas pourquoi ce n'est pas l'agglomération TLP qui s'occupe de ce dossier. Nous savons ajouter des compétences à l'agglomération pour lui permettre de cofinancer, par exemple, le contournement routier au nord de Tarbes, ou pour financer n'importe quel projet lourdé, l'auditorium ou le Bugère. La gestion des équipements sportifs est une compétence communautaire. Le TGB et l'Union Tarbes-Lourdes sont des clubs largement communautaires, voire départementaux. Pour nous, c'est donc à l'agglo de se saisir de ce dossier. Vous l'aurez compris, nous ne partageons pas les orientations budgétaires présentées. Nous participerons aussi activement au débat lors de la présentation du budget en faisant des propositions concrètes et constructives. Merci. Merci, M. Charles, M. Cavaillès. Et merci, Monsieur le maire. Je vais être beaucoup plus bref que Très bien, merci beaucoup. que les précédents orateurs. J'acquiesce sans surprise tout ce que vient de dire Charles sur la hiérarchisation des investissements pour la lutte contre le changement climatique et l'action sociale dans une ville qui est effectivement une des plus pauvres de toute l'Occitanie. Je reprendrai cependant deux termes de Monsieur le maire adjoint lors de son intervention, celui de prudence et de contre-vérité. Alors la contre-vérité, je suis désolé de vous le dire, Monsieur le maire, mais depuis, vous avez évoqué que vous êtes en fonction depuis l'année 2000, mais vous, 2001, vous ne pouvez présenter année après année qu'un budget à l'équilibre avec les dotations sociales de l'État. Et vous n'avez pas réussi à la bascule de ce point de vue-là. Vous n'avez pas réussi à faire de la ville de Tarbes une ville rayonnante et riche. Et c'est là, de tout votre bilan, le plus grand problème, je dirais. Et les chiffres, malheureusement, année après année, sont terribles. La prudence, ensuite. La prudence, vous l'avez évoqué, M. Giral l'a évoqué. Effectivement, dans le contexte national et international, vous avez raison de choisir une ligne de prudence. Et là, j'acquiesce parfaitement avec cette décision. Et nous interviendrons plus largement lorsque nous serons effectivement, centime après centime, de ce qu'il en sera du budget de cette ville. Et j'en termine, encore une fois, je le répète, les urgences aujourd'hui pour la ville de Tarbes, outre l'attractivité, c'est bien évidemment de lutter contre le changement climatique et de favoriser les services publics qui sont, comme chacun le sait, la richesse de ceux qui n'en ont pas. Je vous remercie. Merci. Vous souhaitez intervenir encore ? Bien. D'abord, je dois des excuses à l'Assemblée si j'ai évoqué 150 millions ou 100 millions au lieu de 1,5 million et 1 million. De la même façon que nos anciens confondaient parfois les anciens francs et les nouveaux francs, je parlais en ancien euro. Vous voudrez bien m'en excuser. Et ensuite, j'aurais voulu répondre plus sérieusement à deux séries d'interventions, si vous m'y autorisez, Monsieur le maire. Concernant tout d'abord toutes les questions relatives au personnel municipal et au rapport social unique. Alors je répondrai d'abord à Madame Mendes, puisque vous nous avez interrogé sur la nécessité évidente de s'interroger sur le fonctionnement futur des opérations qui ont été présentées dans la section d'investissement. Donc je vous rassure,
toute création d'établissements, de services publics nouveaux, toute création de structure donne lieu à une analyse des besoins de fonctionnement en termes de personnel municipal, et ces questions sont examinées avec les représentants du personnel municipal, puisque précisément le comité social territorial que je préside et qui se réunit régulièrement tout au long de l'année doit émettre un avis sur les conditions de fonctionnement de tel ou tel service public. Donc si demain la Villa des Arts se fait, si demain le Palais des Sports évolue sous une autre structure, naturellement les conditions de fonctionnement avec les agents municipaux seront étudiées et avec encore une fois l'avis et la prise en compte de l'avis des représentants du personnel. Toujours sur la question du personnel, Monsieur Charles, vous nous avez invité à faire une pause quelque part dans notre effort visant à rationaliser les recrutements. Je crois que malheureusement, le contexte que j'ai rappelé et qui pèse sur la section de fonctionnement nous oblige, et c'est une contrainte extérieure, à réellement nous poser la question ardente de l'utilité de chaque recrutement que nous effectuons. C'est une question qui est difficile, qui est abordée sans prisme idéologique. Il n'y a pas de ligne qui consiste à dire on ne remplace pas tel pourcentage, etc. C'est en fonction des besoins de chaque service. Et à cet égard, je voudrais rappeler qu'un travail important a été fait sur les organigrammes. C'est un travail qui n'est pas encore totalement achevé, mais qui permettra d'avoir demain une arborescence, une structure des services municipaux qui soit réellement la plus satisfaisante par rapport aux besoins de chacun des services. Et enfin, un dernier mot, en réponse à l'intervention de Monsieur Lagonel sur le désendettement de la ville. Je crois que vous m'avez mal écouté, Monsieur Lagonel, puisque vous avez indiqué que j'avais parlé d'un désendettement continu. Ce n'est nullement le cas. Et j'ai dit de moi-même qu'entre 2020 et 2022, il y avait eu un réendettement provisoire. Mais puisque vous n'avez pas accédé à l'invitation du maire de rappeler le chiffre qui était celui de la dette au 31 décembre 2000, je vais le faire moi-même. Ce chiffre était de 96 619 050 €. C'est le tableau qui figure en dernière page du rapport que nous allons examiner. Et nous serons à 63 millions cette année. Donc, comme vous l'avez dit vous-même, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà. Merci, Monsieur Giral. Madame la libraire. Merci, Monsieur le maire. Heureusement, Monsieur le maire, que nous aimons nos tarbais et nos tardés, et que bien souvent bien souvent je suis à vos côtés ou aux côtés de certains de mes collègues sur le terrain, et nous sommes bien souvent plus sur le terrain presque que dans nos bureaux, et qu'heureusement ils s'expriment et ils nous disent non seulement leurs besoins, mais ils nous disent aussi leur satisfaction de ce que nous pouvons faire pour eux. Car dans le contexte que nous traversons toutes et tous, entendre M. Cavaillès dire que Tarbes est la ville la plus pauvre d'Occitanie, vous l'avez dit, M. Cavaillès, vous l'avez dit, ne me dites pas le contraire. Alors vous qui avez le souci de nos agents municipaux, quand je sais, pour être très proche d'eux, combien ils sont engagés, investis, combien ils sont à l'écoute, comment ils les accueillent tous les jours, et comment ils essaient de résoudre leurs difficultés et qu'ils les accompagnent, franchement, je vous assure que vis-à-vis de nos agents, c'est injurieux. Car tous les jours, nos travailleurs sociaux et autres, tous, sont là pour les accueillir, pour les écouter, pour les accompagner. Je vous assure, moi, je trouve que ce n'est pas un hommage rendu dans le contexte. Et en particulier, je reprends depuis le Covid. Je prends un exemple, nos agents qui tous les jours, proches des personnes âgées qui sont seules, vont leur porter les repas. Mais il n'y a pas que le porter le repas. Pour certains, c'est leur unique famille. Tous les jours, ils sont partis, même tous les jours pendant le Covid, ils partent sous tous les temps. Moi, je vous assure, là, je suis choquée vis-à-vis de nos agents.
Et ne dites pas que Tarbes est la ville la plus pauvre d'Occitanie. Ce n'est pas vrai. Et je peux vous assurer, je prends à témoin Madame Rebecca Calais, elle est très fidèle dans toutes nos séances de conseil d'administration. Le conseil d'administration, qui est composé également par des associations caritatives de notre ville de Tarbes, avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Je ne pense pas que Madame Calais vous ait donné de telles informations. Elle sait l'évolution que nous accompagnons pour rendre service et répondre aux difficultés de nos concitoyens. Donc, l'urgence sociale, je vous rassure, elle est prise en compte. Elle est prise en compte. L'épicerie sociale, là aussi, on ne va pas chercher que de la nourriture. On est accompagné dans différents ateliers budgétaires, santé. Il y a la culture, l'accompagnement à la culture. Vous avez soulevé le problème. On les accompagne également à la culture. Il y a des possibilités. Au sport, qui en plus rend service pour la santé. Alors, ne me dites pas que Tarbes, l'action sociale à Tarbes, comptez simplement le nombre de travailleurs sociaux. Je vais vous rappeler juste, quand nous sommes arrivés avec Monsieur le maire, il y avait un travailleur social. Et aujourd'hui, on est à 2 chiffres. Alors, non, je ne vous laisserai pas dire que Tarbes est une ville la plus pauvre de l'Occitanie. Ça, je vais m'en souvenir. Je vous remercie. Bien. Y a-t-il d'autres... Madame Calais? Alors, puisqu'on en est aux chiffres, alors pas du tout sur ce sujet, je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais il est des chiffres qui parlent, des indicateurs à prendre avec prudence. Je regarde Monsieur Giral parce que dans le rapport social unique, il est fait état quand même d'une augmentation des accidents du travail assez conséquente, puisqu'on a 61 accidents du travail versus 43 l'année précédente. Donc voilà, je suis prudente, je ne fais pas un lien de cause à effet entre peut-être une augmentation de la charge de travail ou une dégradation des conditions de travail, mais puisqu'on en est aux chiffres, voilà, ça peut intéresser et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, puisque j'imagine vous l'avez abordé en CST. Bien. Donc je pense que les réponses ont déjà été intéressantes. Déjà, je voudrais remercier Madame Mendes, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas entendu votre voix et ça m'a fait plaisir de vous entendre. Et ensuite, figurez-vous que dans vos propos, moi j'ai noté des points positifs. Je ne vais pas dire que tout va bien, en effet, toujours perfectible. Et je vous remercie. Monsieur Charles, c'est bien ce que vous dites. Vous êtes dans un monde idéal, mais pour réaliser ce monde idéal que vous décrivez, il faudrait augmenter considérablement les dépenses de fonctionnement. Vous avez raison de vouloir améliorer les services à la population. Je rappelle quand même que fait beaucoup de choses. Mme Douret n'a pas voulu encore parler de l'épicerie sociale, elle a parlé du portage des repas, elle n'a pas parlé des aides facultatives aux CRS qui vont encore augmenter. Et je veux dire, les aides à la population, les services à la population, on peut toujours faire plus, faire mieux, mais c'est chaque fois plus cher. Et dans le contexte actuel, nous sommes obligés de faire en sorte que la gestion soit le plus serrée possible. Vous voulez renforcer les missions publiques. Et vous allez me dire lesquelles et comment on les finance. Je répète, c'est plus de dépenses. La baisse des effectifs, oui, c'est une réalité. Et on est loin de ce qu'ont fait certains avant nous, de ce que font certains à l'heure actuelle. Néanmoins, ça fait partie des objectifs que sont fixés à l'échelle du front, en disant on réorganise, on essaie de maintenir le meilleur service à la population.
mais en faisant en sorte que grâce à la réorganisation, on ne remplace pas nécessairement tous les départs en retraite. C'est ce qui se fait. Alors, il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais en tout cas, c'est un des objectifs que j'ai fixé, et je remercie M. Dupont et ses équipes, M. Donald Campbell, toutes les personnes qui travaillent sur ces sujets, eh bien, de maintenir une qualité de service, contrairement à ce que certains disent, vous voulez faire mieux avec moins. Je trouve qu'on fait mieux, effectivement, en maintenant une qualité de service grâce à une réorganisation. Ensuite, les investissements. Vous nous jetez à la figure, Monsieur Charles, la fermeture de bureaux de poste. Vous parlez de l'hôpital, vous parlez du commissariat, mais bon, attendez, quelles sont nos compétences dans ce domaine? Quelles sont nos compétences sur les bureaux de poste, sur le commissariat, sur l'hôpital? C'est nous qui sommes compétents en la matière. Moi, je me suis battu pour maintenir un service de la poste chaque fois que je l'ai pu, et souvent avec succès. Mais malheureusement, je ne suis pas décideur. Pour le commissariat, je ne vois pas ce qui vous permet de dire que le commissariat va quitter Tarbes. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? C'est absurde. Pardon? Mais le maire de Séméac, il a le droit de dire ce qu'il veut. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi je discute avec M. le préfet, nous avons sur Tarbes plusieurs solutions sur lesquelles nous réfléchissons. Il faudra qu'on nous démontre que l'État a les moyens de financer tout de suite un nouveau commissariat sans nous demander à nous de racheter l'hôtel de police et le commissariat actuel. Je suis désolé. C'est pas aussi simple que vous le dites. Après, les investissements, on les fait qu'au centre-ville. Vous vous moquez de moi, là. Vous regardez ce qui se fait dans les quartiers. Vous avez vu ce qu'on va faire en 2025. On va... à Providence, je ne vais pas y revenir, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. La rue de Persénia, c'est 1,4 million, 1,6 million €. L'avenue Saint-Exupéry, qu'on va prolonger jusqu'à l'avenue Alsace-Lorraine. C'est pas un centre-ville. Tous les investissements qu'on a fait dans les quartiers, on va revenir sur le parc des Bois Blancs, sur le stade et les infrastructures sportives réalisées à l'Aubadère. Donc il faut regarder objectivement ce qui se fait, ce qui s'est fait et ce qui est en train de se faire. Le photovoltaïque, chaque fois qu'on peut, on le fait. Sur les parkings, sur les bâtiments avec non-visibilité vers le public, on installe le photovoltaïque. Quant aux emprunts, je vous rappelle qu'il y a quelques années, on a emprunté à 0,73%. Et qu'on a bien fait de réaliser des investissements importants à cette époque-là. Et c'est délibérément qu'ensuite, on a dit les taux sont trop élevés, on attend. Et on va retarder des investissements, quitte à ce que le taux de réalisation ne soit pas à la hauteur de ce que certains espèrent même. Ça, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la meilleure adéquation possible entre les engagements que nous prenons, les investissements qui sont à faire et la priorité de certains qui a été définie en fonction des financements que nous pouvons mettre en œuvre. Et jusqu'à présent, vous le verrez tout à l'heure, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Alors après, le palais des sports, il devrait être réalisé par l'agglomération. Sérieux, quand même. Il faut être sérieux. Et pourquoi pas le stade Trélu? Pourquoi pas le stade Trélu? Pourquoi pas la plaine de Chevalmy? Pourquoi pas? Pardon? Oui, le parc d'exposition, bien sûr. Oui. C'est pas parce que je suis président de la communauté d'agglomération que je vais demander à l'agglo de tout faire sur Tarbes et rien ailleurs. Voilà, je suis désolé. Je trouve que sur Tarbes, les investissements d'agglomération sont déjà remarquables. L'usine des sports, 21 000 personnes sont venues en 2024 fréquenter l'usine des sports avec 3 ou 4 championnats de France. Je veux dire, c'est une réussite de la communauté d'agglomération.
La médiathèque, alors l'usine des sports, 20 millions, la médiathèque, 25 millions d'euros, qui est en cours de réalisation par l'AGLO. Parce que c'est dans les compétences de l'AGLO, les seules compétences en matière sportive que l'AGLO a accepté de prendre il y a quelques années, c'était les piscines, la maison des arts martiaux, la maison d'escrime. Les compétences essentielles dans le domaine du sport. Après, on va dire, ah mais pourquoi pas les crèches et les écoles? C'était comme ça avant sur la communauté de communes du Pays de Lourdes. Et les écoles et les crèches étaient prises en compétence par la communauté de communes. Est-ce que vous pensez que quand en 2017, en janvier 2017, on a créé la nouvelle agglomération, vous pensez que j'allais, moi, accepter que l'AGLO prenne la compétence de nos écoles et de toutes nos crèches? Ben non, pas voulu. Et donc, il a fallu que les compétences qui étaient exercées par la communauté de communes du Pays de Lourdes soient cantonnées dans une autre structure. Ça a été le cas avec le syndicat qui a été créé à cet effet. Voilà. Alors après, Monsieur Cavaillès, vous avez employé un mot à plusieurs reprises. Pour vous répondre, je vais me permettre de vous le renvoyer à la figure. Prudence. Prudence dans ce que vous dites, prudence dans ce que vous faites, vous aussi. Merci. Il n'y a pas de vote sur le DOB, donc nous allons passer. Monsieur le maire, est-ce que je peux répondre sur... Pardon. Je me permettais de dire quelques mots sur la CEMI, puisque la CEMI a été interpellée sur plusieurs propos. Je tenais à vous préciser que dans le dernier rapport, plus de 50% des logements sont classés C ou D, qu'on n'a plus aucun logement classé G, donc il y a de vrais efforts d'investissement sur les logements, que les frais d'investissement de rénovation des logements, ça représente 348 000 € par an, et que la CEMI doit aussi faire face à des impayés et des dettes locatives de plus en plus importantes et qui ont augmenté de plus de 7% cette année. Donc effectivement, avec des ressources diminuées, il est difficile de rénover plus de logements. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Poulouse. Madame Duvray, qui doit apporter des précisions à certains commentaires qui ont été faits il y a un instant. Ah, ça fait rien, les autres sont là. Oui, juste un classement complié par l'Express l'Occitanie sur sa partie littorale pèse pour la moitié des 10 villes françaises où le taux de pauvreté est le plus élevé. Le Languedoc et le Roussillon affichent de tristes records. Béziers, Nîmes, Perpignan, Alès, Carcassonne. 5 villes dans le top 10 des villes les plus pauvres selon le classement établi par l'Express. Et encore Arles, aux portes de la région, figure aussi dans ce classement, juste derrière Pointe, Avignon, Narbonne et Sète. Bref, quasiment toutes les villes du Midi languedocien, à l'exception notable de Montpellier, grande et moyenne. Voilà. Donc, Tarbes